cause, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. On ne donne pas la parole à quelqu'un, quelqu'un arrache la parole. C'est pour vous dire ceci, si vous allez dormir dans votre case, et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va se lever, commence par toi, c'est bel et bien le slogan de cette nouvelle aventure que nous allons donc mener. Vous pouvez simplement m'appeler Césaire Mangamana, je suis votre humble serviteur. En ce qui concerne donc ce nouveau programme, vous allez l'appeler parenthèse. Nous avons donc 4 grandes articulations. La première rubrique, il s'agira du radar politique. Nous allons donc décrypter un fait social. Nous allons donc avoir l'essentiel en ce qui concerne donc la deuxième rubrique, d'avoir trois arrêts. Trois arrêts. Vous allez donc appeler cette rubrique le social tri, et puis la thématique qui fera donc l'objet de discussion avec nos panélistes sur ce plateau. Il s'agira donc de la rubrique 3 axis. Je vous donne rapidement donc la thématique. Le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? Nous parlons naturellement de la pandémie, de la pandémie Covid-19 au Togo. Le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? C'est donc la thématique soumise à votre appréciation. Vous pouvez nous rejoindre puisque c'est du live, synchronisé sur la page Facebook de cette émission, de cette nouvelle chaîne Soumatela TV, mais également vous pouvez avoir l'opportunité de nous suivre sur YouTube, mais ce n'est pas tout. La dernière option, c'est que vous allez sur le site internet donc de cette chaîne, arcanenews.net. Nous sommes donc suivis ici, mais également ailleurs. Nous allons finir avec la sortie. Il s'agira de la rubrique 4, Free Voice. Pour tous vos messages SMS, tout comme WhatsApp, vous avez un numéro, le 93 05 06 06. Je m'en vais donc vous faire l'honneur de vous présenter donc les invités qui ont accepté de débattre avec nous pour cette première aventure. D'abord, à ma gauche, il s'agit donc de M. Abalo. Je ne vais pas brûler la politesse, vous allez vous présenter, M. Abalo. Bonjour. Bonjour, M. Césaire. Je suis Abalo Ayao Niadija-Martien, je suis économiste des transports. Voilà, alors votre lumière nous sera d'utilité sur ce plateau. De l'autre côté, nous avons le consultant attitré, je vais le dire ainsi, de cette émission, de cette production parenthèse, Cyril Eklo Yao Nukunu. Bonjour. Bonjour à vous, M. Césaire, M. l'état-montier Césaire. Bonjour à tous qui nous suivent de loin. Je suis Nukunu Yao Eklo, je suis le président du Ton de la jeunesse patriotique, un panafricaniste. Merci pour cette brillante présentation, on va le dire ainsi. Nous avons le troisième invité, M. Thomas Nsoukwe. Bonjour. Bonjour Césaire, comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation de ce matin. C'est vous qui honorez de votre présence, justement, ce plateau. Vous êtes le président du bloc d'action pour le changement, c'est bien cela? Exactement, je suis le président du parti politique bloc d'action pour le changement.
au Togo. Alors avec vous, nous allons également avoir des informations sûrement en ce qui concerne l'actualité, comment va le Togo. Mais d'abord, nous allons, si vous en avez convenance, chers panélistes, nous rendre du côté de la Guinée. Et ça sera à travers la première rubrique de ce programme, le radar politique. On se retrouve juste derrière. Dimanche 5 septembre, des tirs retentissent sur la presqu'île de Kaloum, le cœur du pouvoir guinéen. Des militaires encerclent le palais Sékou Touréa, où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Retour sur l'ascension éclair du tombeur d'Alpha Condé. Octobre 2018. Pour la première fois, les Guinéens découvrent le visage de Mamadi Doumbouya. L'homme, à la carrure imposante, parade avec ses hommes, le groupement des forces spéciales. Le défilé appelant subjugue le public. En tribune, Alpha Condé savoure ce qu'il considère comme une réussite, la création de cette unité chargée de lutter contre le terrorisme. Et c'est lui qui a choisi Doumbouya et l'a placé à la tête des forces spéciales. Malinqué comme le président, Doumbouya parachève alors une ascension fulgurante dans les arcanes du pouvoir. Le putschiste est passé par la Légion étrangère où il est resté 5 ans, puis par l'école de guerre de Paris. Il aurait également participé à des opérations en Afghanistan et en Centrafrique. À la tête des forces spéciales, il a sous son commandement près de 500 hommes bien équipés et bien entraînés. Le 5 septembre, à la télévision guinéenne, entouré de ses soldats putschistes, il se pose en sauveur. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. L'homme, dont la trajectoire fait penser à celle d'Assimi Goïta, le putschiste malien qui a renversé en août 2020 le président Ibeka, se pose également en démocrate. Faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais la justice sera la boussole
qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme son homologue malien, Doumbouya a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition. Face à un Alpha Condé accusé d'avoir creusé la faillite du pays et d'avoir voulu s'accrocher au pouvoir à 83 ans, Mamadi Doumbouya porte les espoirs d'une grande partie de la population, notamment les jeunes. Aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, et surtout mon message à la nouvelle génération, quand tu as la chance d'avoir le pouvoir, il ne faut jamais changer la constitution. Ce que le militaire a fait là, ça en tout cas, ça c'est une grande joie pour nous, surtout nous les jeunes. On est derrière Doumbouya. On le soutient encore, bonne chance à lui. Puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a déjà apporté son soutien aux putschistes. Après Lansana Conté et le fantasque d'Addis Camara, Mamadi Doumbouya devient le 3e militaire en 60 ans à prendre le pouvoir par les armes. Les Guinéens espèrent la fin de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté extrême qui mine leur pays malgré ses richesses. L'actualité politique donc du côté de la Guinée, l'information qui nous est parvenue, c'est que les putschistes au pouvoir en Guinée ont annoncé l'ouverture à partir de demain mardi 14 septembre, une série de rencontres pour préparer la formation d'un gouvernement. Alors, selon les informations, les militaires menés par le colonel Mamadi Doumbouya recevront d'abord les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses. Mercredi, ce sera donc le tour des organisations de la société civile, puis les représentations diplomatiques. Jeudi, les patrons des compagnies minières implantées en Guinée, et puis les organisations patronales. Enfin, vendredi, les banques et les syndicats. Alors, c'est un agenda bien rempli en ce qui concerne l'agenda de ces putschistes. Je vais d'abord vous donner la parole à Balo Martien sur cette actualité chaude. Guinée, Condé renversé, Doumbouya, Pillon ou Messi. On a envie d'avoir votre avis. Merci Césaire, merci pour cette invitation. Et je vais directement sur le thème qui est posé. Je pense que le problème guinéen interpelle plus d'eux, et surtout nous, la jeunesse africaine. Doumbouya qui vient renverser un chef d'État qui est élu il y a moins d'1 an pour un 3e mandat et qui se voit renversé par un de ses fidèles, un de ses protégés. Dans la foulée, cela revient à nous poser des questions sur les forces des institutions qui sont en Afrique et surtout en Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dubitatifs, surtout qu'on pensait ce pays lancé sur la voie du développement et aujourd'hui tout est arrêté. Comment penser qu'un tel événement puisse arriver? Nous tous, nous sommes plus de... N'était-ce pas prévisible selon vous, Balo Martien? Plus ou moins, parce que si vous voulez, lorsqu'on a été élu à un score très honorable par des élections dites libres et démocratiques, et que quelques mois après on se voit destitué par un proche collaborateur, ça nous donne à réfléchir. Bon, pour le moment, je m'arrête là, mais les questionnements sont toujours là et il faudrait qu'on revienne là-dessus. On s'interroge, Cyril Noukounou, voici pour l'actualité. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Mamadi Doumbouya serait donc le pion, il serait téléguidé et qu'il serait donc la face visible de l'iceberg de ce qui se trame derrière. Mais beaucoup en Guinée aujourd'hui pensent que c'est le sauveur, c'est le Messie. Et quel est votre avis là-dessus? Non, vous savez, monsieur Mamadou, je vois en sa personne un patriote. Je vois en sa personne un patriote parce que, monsieur Césaire, nous ne devons pas nous tromper. Vous savez, généralement en Afrique, quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il possède des nominations, ceux qu'il nomme, ceux qu'il rapproche de lui, c'est des gens qui doivent lui faire allégeance. Ce sont des gens qui doivent le confondre au pays.
Et généralement en Afrique, nous sommes dans cette confusion, là, nous confondons celui qui est à la tête, celui qui dirige au pays. Mais au contraire, nous avons vu ici que M. Mamadou, toute sa formation qu'il a, son parcours à l'Occident, n'a pas été inutile. Et ça ne l'a pas, ça l'a dépouillé de cette nature africaine-là, de faire allégeance, de confondre un président au pays parce qu'il t'a rapproché de lui, il te donne les faveurs et donc du coup tu dois t'acoquiner avec lui. Vous pensez que c'est un sursaut patriotique? Un sursaut patriotique, ça c'est clair, un sursaut patriotique. Et aussi, au même moment, on voit à travers la personne un esprit de démocrate, parce que j'ai beaucoup apprécié surtout la libération des prisonniers politiques. On va passer le dialogue avec en priorité les acteurs politiques. Alors donc, on sait qu'il a gêné également les comptes de tous les ministres, tous ceux qui travaillent avec on sent qu'il a aussi la soif de la bonne gouvernance, la soif de la bonne gouvernance. Et on a vu, on a entendu, il a touché du doigt l'état des hôpitaux, des routes, etc. C'est-à-dire que comment le pays peut être dans cet état et que des gens qui se disent dirigeants soient des multimilliardaires alors que le pays est à ce niveau-là. Non, c'est un patriote. Est-ce que vous êtes en train de cautionner le putsch? Vous cautionnez le putsch? Vous êtes un démocrate quand même. Vous savez, l'action des militaires en Guinée est salutaire. Parce que je crois que, et c'est ce qui me révèle que vous n'êtes pas sans savoir que M. Alpha Condé, pour son 3e mandat, il a fallu que les militaires soient associés. Il a fallu que des armes interviennent pour qu'ils s'asseyent pour un 3e mandat. Et donc là, sur cet aspect seul, ça trahit l'esprit républicain, ça trahit l'esprit patriotique. Et je pense que les militaires viennent de montrer qu'ils sont des patriotes. Et c'est ce que nous voulons. Alors pour finir... La vérité, rien que la vérité, c'est le slogan de cette émission. Oui, pour soutenir le putsch. Non, mais absolument. Pour finir, M. Césaire, je voudrais aussi saisir cette occasion pour lancer un appel aux acteurs politiques, à ceux qui s'engagent dans la politique, de faire montre de leur esprit patriotique et de responsabilité, qu'ils soient des gens responsables. Justement, on revient à vous, M. Thomas Nchoubo, vous êtes justement un acteur politique au Togo, président du bloc d'action pour le changement, parti politique. Alors, vous avez entendu votre copanéliste, Cyril Noukounou, qui, sans langue de bois, justement c'est l'esprit de cette émission, la vérité, rien que la vérité, nous dit que c'est un sursaut patriotique. Alors, vous, à votre niveau, est-ce que vous trouvez cela normal, puisque certains pensent que Alpha Condé, c'était le mandat de trop, est-ce que c'était également justement la solution en putsch? Oui, vous savez, pour ce coup d'État en Guinée, nous en tant qu'acteurs politiques, nous ne pouvons pas saluer cela parce que demain, vous pouvez être victime. Vous pouvez être victime. Vous parlez de vous? Oui. Puisque vous... Voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons que ce n'est pas bien les coups d'État. Alors, était-ce un mandat bien les coups d'État? 3 mandats. Mais ce que nous devons reconnaître en Guinée, c'est que Alpha Condé a violé la constitution guinéenne. Il a violé la constitution guinéenne. Il est venu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais il a déjà fait les 10 ans. Mais pourquoi il a voulu faire encore le 3e mandat? Peut-être qu'il a voulu expérimenter le cas togolais. Mais notre cas est différent. Le cas togolais. Le cas togolais est différent du cas guinéen. Le cas togolais, c'est le Togo, pour ce qui concerne les élections présidentielles, nous étions dans ce pays, nous avons vu que la constitution a été modifiée, ce qui a permis à M. Fonia Singbe de postuler pour un nouveau mandat. Mais je dois faire le parallèle parce que eux tous, ils ont tendance à copier le Togo. Ah bon? Ils ont tendance à copier le Togo. Voilà pourquoi le Togo nous disons que le Togo n'est pas un bon élève. En matière de démocratie, le Togo n'est pas un bon élève. Ah bon? Mais nous devons également reconnaître que la Guinée, pour ce qui concerne Alpha Condé, il était celui-là qui alors pourquoi est venu le Togo n'est pas un bon élève justement? Le Togo est un pays démocratique. Alors quand vous faites le parallèle avec la Guinée, c'est que vous avez des éléments d'appréciation. Oui, nous avons des éléments d'appréciation parce que ces éléments d'appréciation concernent Alpha Condé lui-même.
Quand ça a pété ici, c'était lui qui était venu ici pour nous aider à trouver une solution. Mais pourquoi aller faire ce qui n'était pas bon pour les Togolais, aller le faire en Guinée? Alors que, de la modification de la oui. Et c'est ça qui a fait que ce coup d'État salutaire pour d'aucuns et pour d'autres, ils disent que non. Justement. Et que ça ne pouvait pas se passer ainsi. Alors on revient à vous, Cyril. Oui, je voudrais rebondir un peu par rapport à l'intervention de l'acteur politique, M. Thomas, sur deux aspects. Oui. Une chose, je voudrais lui préciser que le principal opposant en tant qu'homme politique de la Guinée a salué cette intervention militaire. Tout à fait. En tant que politique, mais il a salué cela parce que cette intervention était salutaire. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque M. Thomas fait le parallèle avec le Togo, non, il faut préciser que le Togo n'avait pas ses mandats limités. La constitution togolaise ne limitait pas les mandats. Alors la constitution a-t-elle été modifiée ou pas? Non, la constitution a été modifiée, je crois, en 2002, dans des conditions normales. Dans des conditions normales. Et par rapport au temps de Eyadema, du feu Eyadema. Alors depuis que le président Faure est arrivé au pouvoir, la constitution ne limitait pas de mandat. Alors c'est pourquoi, non, je ne dis pas qu'il est à côté. Moi, je veux juste qu'on mette les choses, qu'on dise les choses dans leur contexte. Lorsque le président Faure est arrivé au pouvoir, la constitution ne limitait pas le mandat. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a fait 3 mandats. Il n'a pas fait un 3e mandat parce qu'il a modifié la constitution. Bon, maintenant que la constitution est modifiée et que les mandats sont limités maintenant, et donc c'est là maintenant que nous observons. Donc, en réalité, il n'y a pas trop de parallèle à faire entre la situation du Togo et celle de la Guinée. Parce qu'en Guinée, Alpha Condé a modifié une constitution pour faire un 3e mandat, alors qu'au Togo, il n'y a pas eu de modification constitutionnelle pour faire un nouveau mandat. Voilà. Bon, alors, justement, on revient à vous, Martien Ballot, vous trépignez d'impatience de prendre la parole. Oui. Vous avez demandé si Doumbouya c'est un pion ou justement, un messie. Parce que je vais apporter un peu d'eau à votre moulin. Beaucoup pensent qu'il a une femme française qui est également dans l'armée et que justement cette force qu'il dirige aurait donc été mise en place par les autorités françaises. Beaucoup s'interrogent également. Tout à fait, et effectivement, c'est un risque. Et il faudrait que nous commencions par faire attention à ces genres d'appréciation. Est-ce qu'il a été téléguidé? Est-ce qu'il est venu en tant que messie? Oui, peut-être que c'est des questionnements à se poser. Et le risque aujourd'hui, c'est que très vite, la population se désenchante. Parce qu'il y a eu d'autres exemples qui nous ont démontré que... Dadis Camara. Tout à fait. Justement. Il y a dans plein de pays aussi où on a trouvé des messies, soi-disant messies, qui sont arrivés à un moment donné. On a descendu. On a descendu parce que finalement on se dit, est-ce que ce n'est pas des népotismes bis qui sont encore arrivés au pouvoir? Alors qu'est-ce que je voulais dire par là? Doumbouya aujourd'hui, effectivement, il est venu satisfaire un pan de la population guinéenne, en ce sens qu'à un moment donné, on a considéré que Alpha Condé faisait de trop. Il commençait par prendre des grands airs et ne tenait plus compte de la démocratie que les Guinéens voulaient. Aujourd'hui, Doumbouya est arrivé effectivement, mais il faudrait que, très rapidement, qu'on puisse voir en lui un salvateur réel. Et le risque, c'est que, étant vu son parcours, et aujourd'hui, on se dit, est-ce que où il a eu ses appuis pour qu'il soit aujourd'hui, qu'il puisse faire un coup très rapide, que même la garde par rapprocher de... C'est trop facile. C'était trop facile à un moment donné. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? La population, effectivement, est contente parce que, à un moment donné, la population s'est levée contre la volonté du 3e mandat d'Alpha Condé, mais il n'a pas fait que du mauvais. Il avait une vision, peut-être pour la Guinée, qui aujourd'hui a été arrêtée. Justement, vous l'avez écouté tout à l'heure, certains Guinéens qui pensent qu'il a remis le compteur à zéro, en voulant trop bien faire, on finit par mal faire. Je reviens à vous, puisqu'il a quand même posé des actes, Mamadi Doumbouya. On va prendre la deuxième vidéo en ce qui concerne donc cette situation en Guinée. C'est parti, on se retrouve juste derrière. Ils rentrent chez eux après des mois de détention dans la prison centrale de Conakry.
Tous ont été incarcérés pour s'être opposés au président guinéen Alpha Condé, renversé dimanche par des militaires. La junte respecte ainsi l'un de ses engagements, libérer les détenus politiques. Parmi eux, Ismaël Condé, condamné à 3 ans et 4 mois de prison pour avoir appelé à prendre les armes contre le président Alpha Condé. C'est un sentiment inexplicable. Être privé de sa liberté pendant 12 mois pour des faits aussi banals et être libéré dans ces conditions, c'est inexplicable. On ne pouvait s'attendre qu'à ça. Moralement, je tiens parce que je suis un activiste de la démocratie et aussi un militant des droits de l'homme. Donc je savais que tout ce que je dénonçais, c'était dans l'intérêt de la population guinéenne. Donc je ne regrette rien. Moi, je pardonne tout. Je voudrais que la Guinée soit une Guinée nouvelle. Je souhaite à la junte qu'il fasse quelque chose pour que les Guinéens s'entendent, pour que la Guinée avance, parce que nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance et que ça traîne. Pourtant, la terre guinéenne est bénie par toutes ses ressources, mais nous souhaiterons que les ressources humaines soient les meilleures. 3 jours après avoir renversé Alpha Condé, les putschistes donnent des gages de leur bonne foi. Leur leader, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a fait dissoudre le gouvernement, les institutions et aboli la Constitution, a rencontré la hiérarchie militaire. Il s'est rendu au ministère de la Défense et à l'état-major général des armées de Conakry. Une visite de courtoisie en forme de démonstration de force. Je me tourne vers vous, Thomas Nchoupo, vous avez écouté vos panélistes, visiblement c'était le mandat de trop. Oui, vous savez, moi, je vais toujours revenir sur ce coup d'État. Nous, en tant qu'acteurs politiques de l'opposition, tout à l'heure, Cyril a le dit que c'est l'homme d'Alain Diallo à féliciter. Il a félicité ce coup d'État parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix politique. Mamadi Doumbouya vient de libérer les opposants. Non, ça c'est une bonne chose. La libération des détenus politiques, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais le coup d'État en lui-même ou en soi, c'est ce que nous sommes en train de condamner. Voilà. Parce que nous n'avons plus besoin des coups d'État en Afrique. Vous avez besoin d'élections. Nous avons besoin des élections transparentes, libres et démocratiques. C'est le cas. Et nous demandons aussi à ce que la CEDEAO puisse aider les pays africains pour que ces chefs d'État qui sont à la tête de ces pays africains ne puissent pas faire plus de 2 mandats à la tête de leur pays. Merci. Le fait de vouloir faire trop de mandats en Guinée, c'est ça qui a conduit Alpha Condé à être là où il est aujourd'hui. Mais si la population guinéenne salue le coup d'État, c'est une bonne chose pour cette population. Et si d'aucuns disent que Mamadi Doumbouya est le pion de la France, ça aussi, c'est une évidence. Alors, est-ce que ce n'est pas paradoxal? Vous ne vous contredisez pas, les Guinéens saluent, vous dites que c'est une bonne chose, mais vous condamnez en même temps le coup d'État? Oui, nous devons condamner le coup d'État parce que nous disons qu'à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons plus nous orienter sur les coups d'État. Regardez les autres continents. Est-ce que c'est des coups d'État que les gens font pour arriver au pouvoir? Ce sont des élections. La parole est Ce sont des élections. Voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs politiques, nous voudrions faire la promotion des élections présidentielles, démocratiques, libres et transparentes. Voilà, c'est entendu. Voilà. La vérité, rien que la vérité. Oui, et en plus, je voudrais terminer en disant, par rapport à ce que Cyril a dit, que nous, notre constitution togolaise au Togo, c'était la constitution de 1992. Ce qui a été fait en 2002, c'était pas ensemble avec l'opposition togolaise. Ce qui nous a conduit jusqu'à ce que on puisse organiser une autre modification de cette constitution en 2018. C'est de ça que moi je parlais. D'accord. D'accord, Cyril, on va sortir de ce thème, on a beaucoup d'autres choses. On va sortir de ce thème, mais à la politique, je vais bien préciser que la constitution de 92, c'est une constitution qui est sortie de la conférence
le parti au pouvoir aussi pouvait bien estimer que non, que c'est une constitution qui est sortie, non pas avec leur... C'était du patronage. Donc, je parle d'abord des conditions de 1992. Ah oui? Suivez-moi bien, M. Thomas. Je dis que la constitution togolaise de 1992, c'est une constitution qui est émanée de la conférence nationale souveraine. Le parti au pouvoir pouvait bien estimer qu'ils n'ont pas vraiment associé, ils n'ont pas été associés à la rédaction de cette constitution. Non, le feu président a appelé la population. Mais néanmoins, cette constitution a été présentée au peuple. Bon, maintenant, reste encore à savoir combien de citoyens connaissaient la teneur de cette constitution-là. C'est une formalité. Non, je vais dire à l'acteur politique, M. Thomas, que les modifications qui ont été faites en 2002 ont été faites dans quel cadre? À l'Assemblée. C'était du à l'Assemblée. Maintenant, on peut revenir à la Guinée. Oui. Permettez que je dise que nouvelle figure. Mamadou, comme je l'ai dit, c'est un patriote. Et au même moment, il faut savoir que l'Afrique se cherche. Nous les Africains, tout ceci montre que nous cherchons toujours. Dans quel sens? Oui, dans ce sens que nos actes, notre marche connaît toujours des trébuchements, connaît toujours, nous tombons toujours, etc. Et maintenant, pour que, tel que l'acteur politique voudrait qu'il n'y ait plus des coups d'État en Afrique, ça dépendra de... Alors, Doumbouya, Pion, Messi, on va sortir de la thématique. Et vous savez, moi, je vois en Doumbouya un patriote. Maintenant, l'avenir nous dira, voilà. Bon, mais déjà, au regard des pas qu'il pose, avec les rencontres, le dialogue qu'il met en exergue, la libération des acteurs politiques, etc. Et en plus, nous attendons de voir. Parce qu'il a parlé de la rédaction d'une nouvelle constitution. Et il faut aussi préciser que ils sont dans une transition. Maintenant, reste à savoir s'il veut s'accaparer du pouvoir. Parce qu'on a vu qu'ailleurs, les militaires sont intervenus. Ils ont fait la transition, mais après ils se sont effacés pour laisser le peuple choisir son dirigeant normalement. Donc il ne faut pas aller trop vite en conclusion, etc. Donc on attend de voir, mais déjà les bases qu'ils posent rassurent. Et c'est là-dessus que moi j'apprécie. Les pas posés par Mamadi Doumbouya rassure, Martien Ballot, on attend visiblement Mamadi Doumbouya au pied du mur. Tout à fait. Vous savez, je suis toujours dubitatif sur cette démarche de militaire en fait. Parce que si vous voulez, soit nous sommes démocrates, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas une personne providentielle pour en démocratie. Il n'y a pas de demi-démocrate. Non, il faut qu'on soit démocrate. Parce qu'aujourd'hui, si Doumbouya se présente comme un démocrate, mais qui est venu faire un coup d'État, ça remet en cause notre volonté de construire une nation ensemble. Et ça me pose deux questions en réalité. Nous avons, d'une part, la nécessité de comprendre ce que nous voulons faire de notre démocratie dans notre pays et aussi mettre les bases de notre développement. En réalité, ce qui s'est passé à Guinée, c'est à un moment donné, les Guinéens ont compris que leur développement qu'ils voulaient ne se mettait pas en place. Justement, vous êtes économiste, voilà. Donc, parce que la vie était chère. La vie était chère, donc l'économie ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, le coup d'État vient peut-être pour corriger cet élan économique que la Guinée voudrait faire, mais qui ne venait pas. Et donc l'impatience a fait qu'il y a eu un coup d'État. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense qu'à un moment donné, il faut que nous, les Africains, puissions mettre bas la terre et savoir quel type de démocratie nous voulons mettre en place. Justement. Et dans ce sens, je ferai des propositions si vous me donnez encore quelques instants. Nous avons aujourd'hui la politique que nous menons dans le pays africain. Notre démocratie souffre d'une légitimité, qu'on le veuille ou non. Parce que qu'est-ce que nous voulons mettre dans notre démocratie? Nous voulons peut-être copier la démocratie telle qu'elle est faite à l'Occident aujourd'hui, alors qu'ils sont partis du développement économique pour pouvoir asseoir leur démocratie. À un moment donné, quelqu'un me disait même que la démocratie a été construite à la base par la dictature. C'est les dictateurs qui ont mené à la démocratie lorsque l'économie a été mise en place et après ils l'ont élargi avec une certaine autosuffisance de la population et des libertés d'opinion. Aujourd'hui en Afrique, nous n'avons même pas encore fait d'économie et c'est ce que lorsque la démocratie, on veut mettre la démocratie avant le développement, il y aura toujours des tiraillements. Parce que le plan démocratique ou bien le plan de développement
d'un dirigeant ne peut pas correspondre à chacun. Certains vont peut-être partir sur certaines bases qui n'est pas conforme avec un autre opposant parce que lui il a une autre vision sur le développement qu'il veut mettre en place. Du coup, on se perd dans des préalables et ce qui fait que, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des coups d'État à partir du moment où il n'y a pas des institutions peut-être fortes et définir peut-être un plan économique qui soit à l'entendement de toute la population. Selon vous, il faut repenser même la démocratie. La démocratie, cela va ouvrir sur une autre thématique, sur une autre émission, quelque chose avant qu'on se voit. Oui, mais si vous permettez, je vais dire à mon cher confrère et ami M. Abalo que je ne partage pas trop son analyse. C'est légitime, la vérité. Oui, parce que vous savez quoi, la démocratie n'empêche en rien l'essor économique. Parce que il est question de quoi? Il est question de la bonne gouvernance, de la reddition des comptes, de la lutte contre la corruption. C'est ça, exactement. Or, nous sommes dans une totale confusion. Quand les gens sont au pouvoir, ils ne veulent rendre compte rien. Vous entendez aujourd'hui qu'il y a des détournements. Mais on parle de démocratie. Oui. Dans le même Alors, oui, la démocratie n'a jamais dit qu'il faut mal gouverner. Au contraire, c'est la démocratie qui impose la bonne gouvernance. Justement. La démocratie qui impose la lutte contre la corruption. La démocratie qui impose la reddition des comptes. Est-ce le cas? Alors, c'est pas que non, nous sommes rocambolesques. On dit qu'il y a la démocratie, on ne rend pas des comptes, il n'y a pas la bonne gouvernance, on se voit pour tout puissant, mais justement c'est ça. Donc on ne peut pas arriver à ça. Si on respectait la démocratie, on allait appliquer la bonne gouvernance, on allait appliquer la reddition des comptes, on allait appliquer la lutte contre la corruption, on n'allait pas vouloir soudoyer, manipuler, avoir des gens à s'en sortir pour qu'ils s'inclinent pour soi, etc. Non. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que là vous donnez des exemples bien précis. Mais ce que je voulais dire tout simplement, c'est que sur le plan... Donc question est légitime. Tout à fait. En fait, sur le plan général, ce qui amène au mécontentement, c'est justement ce que vous avez cité. Nous sommes à une période de démocratie où il y a confusion partout. Il faut revoir les que ce soit les dirigeants, que ce soit l'opposition, que ce soit les acteurs économiques même, tout le monde est dans une débandade, on ne sait même plus sur quel fil nous fonctionnons. Alors ce qui fait que la démocratie, comme on l'entend aujourd'hui, n'arrive pas à se approuver complètement ses limites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on fasse bas la terre. Peut-être si Doumbouya a des conseillers et qui permet de reprendre tout à zéro en Guinée, ce qu'il va faire, c'est de trouver peut-être une charte qui impose à tout le monde une réflexion commune. Cela signifie qu'il faut d'abord commencer par rééduquer tous les acteurs, aussi bien économiques que politiques. Oui. Et aussi commencer par enseigner même le plan économique au bas âge. À l'africaine. À l'africaine. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons une économie à développer. Parce qu'à un moment donné, lorsque le peuple a faim, il y a toujours quelqu'un qui va se lever quelque chose. Pour se présenter comme un messie. C'est entendu. Merci. Merci. Le sujet loin d'être épuisé. On va donc revenir là-dessus dans les prochaines productions sur Soumaïla TV. On va prendre la deuxième rubrique consacrée à 3 faits sociaux. Le Social Tri. C'est parti. Alors, le Social Tri, 3 faits donc décryptés, 3 faits à caractère social d'ici mais également d'ailleurs. Nous allons poser nos valises au Togo, à Lomé. Nous y sommes d'ailleurs avec justement cette sortie du ministre Majesté, professeur Majesté Iouateba, qui fait également jaser. Vous allez justement le voir, on peut avoir donc son propos qui véritablement crée polémique sur les réseaux. Les personnes non vaccinées peuvent rester à la maison et revenir à la fin de la pandémie, dixit professeur Majesté Iouateba au personnel de son ministère. Si on peut avoir l'image du côté de la réalisation donc. Alors en ce qui concerne la vaccination, beaucoup s'interrogent. La vaccination contre le coronavirus serait-elle devenue obligatoire au Togo? C'est la question que se posent beaucoup de personnes. En tout cas, les dernières mesures du gouvernement disent long. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à toutes les directions et institutions sous
toute sa tutelle. On donne des deadlines donc, qui sont donnés au personnel pour se faire vacciner contre la Covid-19. Alors, je vais rapidement reprendre le propos du professeur Majesté Youateba qui dit ceci. À partir du mardi 14 septembre, un contrôle strict avec preuve de vaccination se fera à l'entrée de toutes les directions et institutions du dit ministère. Voilà donc pour ce qu'il dit. Et il poursuit, les personnes contrôlées non vaccinées peuvent rester à la maison et revenir à la fin de la pandémie. Alors, ce n'est pas tout. On apprend également que les étudiants ne sont pas du reste. Les étudiants ne sont pas donc exemptés. Et il poursuit. Tous les étudiants inscrits dans les universités publiques du Togo et tous les nouveaux bacheliers non encore à jour dans leur vaccination contre la Covid-19 ont jusqu'au 15 septembre 2021 délai de rigueur pour le faire. Voilà donc pour le sujet donc du social tri. Je m'en vais vous poser la question, Martien Abalo, vous êtes économiste, vous lisez l'actualité sociale dans votre pays. Alors finalement, est-ce qu'on tend vers la légitimité ou on tend vers l'imposition du vaccin au Togo? Bon, sur cet aspect, je voudrais d'abord féliciter le gouvernement de n'avoir pas refermé toutes les activités et empêcher l'activité économique. Parce que je me rappelle, à un moment donné, tout était fermé pour pouvoir contenir cette pandémie. Mais cette fois-ci, il y a juste des mesures sectorielles. Et je pense que par rapport au ministre de l'Éducation supérieure, je pense qu'il est parti d'un constat. Il est parti d'un constat pour pouvoir donner ces mesures. Et vous n'êtes pas sans savoir que la population est divisée selon le respect ou non de ces mesures de barrières, et surtout de la vaccination. Ce que nous constatons aussi, c'est que cette pandémie a des variantes qui surprend même ceux qui ont été déjà vaccinés avec les 2 doses. Ce qui signifie que cette pandémie n'épargne personne. Et selon les statistiques que nous recevons, ceux qui sont vaccinés ont moins de chances de développer les formes graves de la maladie et donc ne pourront pas mourir par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, si le gouvernement, si le ministre, à mon avis, si le ministre a pris cette mesure, c'est que peut-être dans le secteur, il y a beaucoup qui sont réticents à faire la vaccination. Est-ce légitime ou pas? Est-ce qu'on tend vers une imposition? Moi, personnellement, sur le plan économique, autant se vacciner et continuer les activités économiques que de laisser la pandémie se gagner le terrain et voir plutôt des morts supplémentaires. Voilà, Cyril Nkounou, beaucoup s'interrogent également sur ce vaccin qui, dans beaucoup de pays également, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup évoquent également les effets secondaires, même si on n'en parle pas trop. Aujourd'hui, les fonctionnaires, certains fonctionnaires qui ne se sont pas fait vacciner risquent de ne pas justement aller au boulot. On parle des étudiants, ils ont un deadline également. Votre avis nous intéresse. Vous savez quoi? Il n'y a pas qu'à l'international. Même ici, sur le terrain au Togo, ici, beaucoup évoquent les effets qu'ils subissent dès qu'ils reçoivent ce vaccin. Mais Lumière n'est pas mise là-dessus. Oui, mais Lumière n'est pas, parce que nous ne sommes pas à l'Occident. En Occident, il ne fonctionne pas comme nous. Vous voyez? Alors vous avez des témoignages, absolument. Et des gens qui disent que bon, quand ils l'expriment, c'est vrai que du paracétamol qu'on leur donne. Qui s'expriment quoi ces personnes? Oui, mais il y en a qui expriment des effets secondaires et qui touchent à leur santé, à leur bien-être. Et on dirait qu'ils sont allés s'acheter une maladie. Et ils sont allés sortir, il y a des malaises, etc. La balance risque et bénéfices, selon vous aujourd'hui, voilà la décision qui est là. On parle donc de deadline pour les fonctionnaires qui ne seront pas à jour. Les étudiants ne sont pas du reste. Monsieur Césaire, moi ce que j'ai seulement à dire est que de la manière dont on met du zèle pour ce qui concerne cette question de pandémie, de Covid, de la manière dont on met de l'énergie,
j'attends de voir que, autant qu'on mette cette énergie-là pour la bonne gouvernance, pour la transparence dans la gestion des ressources du pays. Vous ne répondez pas à la question. Absolument, je réponds à cette question. Vous ne répondez pas à la question, oui, Cyril. Parce que, écoutez, c'est ça l'essentiel. Ma question, bientôt un étudiant qui ne se fait pas vacciner contre la Covid risque de ne pas suivre les cours. Mais si un étudiant est tel que les propos du ministre que franchement je trouve choquant, oui, je trouve choquant parce que de telles déclarations, un ministre de la République ne fait pas de telles déclarations. Il faut conduire les gens, il faut conduire les gens à adhérer et non pas à tenir des propos qui piquent, des propos comment dirais-je. Professeur Your Majesté était à côté de la plaque avec ses sorties. Absolument, absolument. Et maintenant, vous pensez que c'est bon pour l'économie que les gens se disent ok, d'accord, on ne va pas prendre le vaccin et donc du coup, on ne va pas avoir accès au lieu de travail, comme pareillement aussi aux étudiants, etc. C'est avec ça que le pays va marcher? Non. Lorsque les hommes publics doivent parler au public, il faut mesurer beaucoup il faut mesurer beaucoup les propos et dire des choses qui doivent plutôt motiver les gens à adhérer et non pas des propos qui... Alors, vous faites bien de le dire parce que vers la sortie de cette émission, on aura le témoignage poignant, frappant, saisissant d'une aide-soignante qui refuse le vaccin. Pourquoi? Vous allez justement le savoir, restez avec nous. Je m'adresse donc cette fois-ci à l'acteur politique Thomas Nsoukwe. Voici donc le sujet. Les dates sont connues. Les étudiants, les fonctionnaires ne sont pas du reste. Pas de vaccination. On risque alors de perdre son emploi. Oui, je crois que pour ce qui concerne cette histoire de vaccin... C'est une histoire selon vous? Mais pour moi, c'est une histoire. Pourquoi? Puisque apprendre Cyril Nokoro qui dit que tout le monde passe par... je ne sais pas, permets-moi, donne-moi le terme, passe à côté. Pour lui, tout le monde passe à côté. Il faut reconnaître que la santé, c'est la meilleure des choses dans la vie. Si le ministre Majesté Iwateba prend cette décision, c'est compte tenu du fait qu'il y a des constats que nous avons faits. Les gens sont réticents à se faire vacciner. Est-ce que la réticence n'est-elle pas parfois légitime? Et cette réticence... Parce que de la même façon qu'on fait des campagnes pour la vaccination, on ne fait pas également le suivi pour savoir est-ce qu'en réalité les personnes vaccinées ne développent pas certains effets secondaires. Les gens développent des effets secondaires. Mais il faut reconnaître que dans cette histoire de Covid-là, nous avons manqué beaucoup de choses. C'est-à-dire la sensibilisation, la communication. Et ça a beaucoup manqué. Et on prend certains acteurs pour faire passer certains messages. Et en matière de communication, ce n'est pas n'importe qui parle pour que les autres écoutent et exécutent. Alors on revient. Mais nous, au Togo, nous avons ce problème-là. Et ceux qui sont nommés tout récemment dans le gouvernement, ils font trop de zèle. Vous avez des noms, on parle ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est la vérité. Le cas de Majesté Iwateba, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire? Il avait dit quelque chose en tant que Jerry Tama avait combattu. Qu'a-t-il dit? Toi-même tu sais. Non, mais c'est vous. Toi-même tu sais. Quand il avait dit que si quelqu'un ne se fait pas vacciner là, et il ne doit pas avoir accès à toi-même, tu connais cette histoire-là. C'est pour ça que moi je dis que pour communiquer, pour que les gens puissent vous entendre et exécuter, il ne faut pas aller vite à la besogne. Le fait de dire que ceux qui ne vont pas se faire vacciner là, qui restent à la maison, c'est pas commode. C'est pas commode. C'est pas bien. Voilà, alors, Martial, et en plus, pour ce qui concerne les étudiants également, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes apprenants. Mais il faut aller doucement pour que la population puisse aller se faire vacciner, que de vouloir mettre du bâton derrière les gens. Vous pensez que c'est le bâton derrière? Oui, c'est ça. Merci. Martial Malo. Non, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement est dans son rôle
celui de préserver en fait la quiétude publique et la santé publique afin de permettre une économie saine, le développement économique du pays. Aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la population mourir ou on prend des mesures? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les variantes sont difficiles à maîtriser. Effectivement, monsieur Gonfrel a dit tout à l'heure que comment dire, est-ce qu'il faut laisser l'économie, il faut laisser les gens à la maison? Excusez-moi, je me mélange un petit peu. Il faut se poser la question si c'était nécessaire de donner des ultimatums. Il le faut, parce que il y a près de 2 ans que nous parlons de ce coronavirus et le constat fait qu'il y a des morts. Je vous jure qu'il y a des morts liés au coronavirus, ce n'est pas de la manipulation. Et de la même manière, les informations sont là. Il n'y a pas de désinformation. Au contraire, là où l'information passe le plus et que ça fait mal, c'est ceux qui désinforment quant à l'existence réelle de ce virus. Le sujet, c'est celui-ci. Les fonctionnaires risquent, ceux d'ailleurs qui légitimement pensent que ce n'est pas une imposition et qu'ils ont le droit de ne pas se faire vacciner parce que nous sommes quand même, chacun est libre. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? Ça sera la rubrique tout à l'heure en ce qui concerne la 3e rubrique, mais ceux qui seront victimes, qui n'auront donc pas véritablement fait cette vaccination, risquent de perdre leur emploi, oui. et ceux étudiants. Et c'est cela, je pense que le gouvernement a pesé le pour le contre. Je pense pas que le gouvernement se lève. C'est entendu. Je voudrais juste faire une précision. Rapidement préciser. Vous savez que l'origine de la pandémie Covid vient de l'Occident. Oui. Et l'origine du vaccin aussi, ça vient de l'Occident. Oui. Nous, Africains, brillants, même l'Occident, on ne peut même pas fabriquer de vaccin. Maintenant, les Occidentaux eux-mêmes, les tests qu'ils ont voté élaborés par rapport à cette pandémie, pour la gestion de cette pandémie, il n'y a jamais eu d'imposition, il n'y a jamais eu de communication, de menaces, etc. Mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, c'est nous qui devons toujours... Non, excusez-moi de le dire, ils n'ont pas fait des mesures d'imposition, sauf que la population, la majorité a compris qu'il faut se vacciner. Vous parlez de quel pays? Nous prenons par exemple la France. Non, je vous donnerai, je ne m'attendais pas à vous donner, mais je vais vous dire tout simplement que lorsque vous prenez la proportion des Français par exemple qui ont été vaccinés, dépasse ceux qui ne veulent pas se vacciner. Il y a beaucoup de contestations actuellement. Oui, il y a des contestations, mais justement, la proportion. Mais écoutez, si vous voulez, nous allons revenir. Nous enverrons peut-être les statistiques pour vous démontrer qu'aujourd'hui, ceux qui sont contre la vaccination sont moindres par rapport à la majorité. C'est votre avis. Et ça fait c'est pas mon avis. Non, c'est votre avis. C'est pas mon avis. On n'a pas de... Et ça fera du bien au gouvernement ou au pays que des gens disent ok, je ne me vaccine pas, je perds mon emploi et ça va tourner comment? Ça c'est un choix. Non. Écoute, il y a des gens qui sont prêts à travailler pour ceux qui ne veulent pas. Faisons appel au bon sens. Alors, et je pense que c'est ce bon sens qui a arrivé les plans à élaborer des tests qui ne posent pas le vaccin. Ils ont compris. Ils forcer les gens. Alors, comment ils ont fait pour faire comprendre les gens? Vous aussi adoptez au moins cette méthode-là pour faire comprendre les gens, sans tenir le bâton, sans tenir le couteau, pour dire que non. Pourquoi est-ce que nous devons toujours être dans cette posture? Non, justement, la posture s'impose parce que, vous savez, il y a aussi un niveau d'éducation. Et ça veut dire que c'est trop acquis. Il y a un niveau d'éducation qui faut quand même reconnaître aux Occidentaux. Menacer, c'est ça l'éducation. Menacer, oui, je pense. Faire perdre aux gens leur emploi, c'est ça l'éducation. Je pense que lorsque nous sommes à l'étude, lorsque nous sommes en classe, on nous fait des devoirs. Pourquoi? On nous impose à adhérer à une certaine éducation. Lorsque on n'arrive pas à faire expliquer, à cause du fait que les gens ne veulent pas se faire éduquer, il faut à un moment donné les obliger parce que le rôle de l'État, c'est de pouvoir mettre la population à l'abri de cette pandémie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque les gens ne veulent pas comprendre, moi j'ai des cas qui sont morts à cause du coronavirus. Vous avez des témoignages. J'ai des témoignages. Justement, mais ce que dit Cyril Noukounou n'est quand même pas balayé. Non, au contraire, je ne parlais pas. La liberté, justement, c'est là où nous parlons de la liberté. La liberté. Non, c'est pas question de liberté, c'est réalité. Non, de liberté. Non. Vous êtes en train de nous dire que les gens sont libres de dire oui ou non. Non, écoutez.
Vous savez, quand vous avez écouté M. Thomas aussi tout à l'heure, il a dit la communication doit être efficace et doit donner son résultat. Et non, mais vous êtes dans cette posture du ministre, là où il faut menacer. Non, il faut faire perdre. Je vous dis. La communication qui a été mise sur cet aspect de ce problème de coronavirus, je pense que sur toutes les radios, toutes les télévisions, vous allez voir que au moins 50% des heures d'émission sont consacrées à l'éducation. Et la réalité. Oui, il faut que les gens, vous pouvez mettre même l'information dans le crâne de quelqu'un. S'il ne veut pas, le fera pas. C'est là où il faut. C'est pour cela finalement qu'il faut aller au bâton. Mais c'est également le ballon. La réalité des gens qui ont déjà obtenu ce vaccin. Cyril, alors finalement on retourne au bâton comme vous l'avez dit. C'est ce que je dis. Que cette histoire de coronavirus, ce n'est pas seulement au Togo que ça se passe. Ça se passe ailleurs également. Mais comment les gens arrivent à surmonter cette maladie et que nous au Togo, nous on doit courir derrière la population. On doit se poser la question de savoir pourquoi. Au même moment que nous disons il faut fermer les églises, il faut fermer les mosquées, il faut fermer ci, il faut fermer ça, les marchés fonctionnent. Les gens vont marcher sans cache-nez, sans protection. On les laisse. Je me dis, mais la rentrée qui s'annonce, gardez la parole. On va donc passer au deuxième sujet, donc, en ce qui concerne le social tri. Deuxième sujet, on parle donc de la rentrée. Vous faites bien d'embrayer là-dessus. La rentrée pédagogique au Togo est donc prévue. Nous sommes au sujet 2, prévu donc pour le 20 septembre. Le début des cours, c'est le 27. Justement, vous en parliez, Thomas Nsoupouen. On voit selon certaines personnes, une cacophonie, parce que vous l'avez très bien dit, dans certains marchés, il y a brassage, beaucoup vont s'en cacher, mais en même temps, on vante le mérite du vaccin. Finalement, ceux qui vont, parce que moi ma question demeure, ceux qui vont ne pas pouvoir se faire vacciner parce qu'ils auront fait ce choix, est-ce qu'ils sont les bannis de la République finalement, parce qu'ils ont fait un choix de ne pas se vacciner, ils doivent alors en payer du prix de leur salaire. Ils n'auront plus de salaire. Les étudiants ne pourront plus aller justement au cours. Oui, c'est de ça que nous parlons, que c'est du cafouillage au niveau du gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas prendre des décisions et au même moment, dans l'application de ces décisions, on voit que nous passons à côté. Il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. Parce que vous laissez les gens aller au marché sans cache-nez. Les marchés sont ouverts. Au même moment, vous fermez les églises, vous fermez les mosquées. Au même moment, vous ouvrez les écoles à des élèves. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous disons que nous luttons contre cette pandémie de coronavirus, mais au même moment, nous faisons encore la promotion. Comme cette danse au Cameroun, oui. on avance et on recule. C'est bien cela. Monsieur Sévère, moi, personnellement, il y a une chose qui m'attriste. Il y a quelque chose qui m'attriste. Ce qui m'attriste, c'est que, d'abord, je saisis l'occasion pour saluer le professeur Dodi Kokoroko, le ministre des enseignements primaires et secondaires. Lorsque cette histoire de pandémie est survenue, il a pris l'initiative avec des universitaires et des thérapeutes. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé un remède. Un remède contre cette maladie, contre cette pandémie. Alors après, ils ont lancé un appel de fonds pour produire cela. Mais rien. Oui, le gouvernement, rien. Il y a eu des fonds qui ont été alloués. Non, des fonds n'ont pas été alloués. Sinon, où se trouve ce remède-là au profit des populations? Elle est où? Bon, maintenant, mais quand les Blancs ont fait le vaccin, on l'a envoyé, nous entendons les gens crier qu'il est très très efficace, alors qu'ils n'ont même pas été associés à la confection, à la fabrication de ce vaccin. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui est. Mais ce qui a été fait chez nous-mêmes, et les gens ont trouvé que c'est efficace. On a balayé de main, mais le vaccin, on force les gens, on menace les gens jusqu'à ce qu'on les donne les gens de mettre leur salaire. On ne fait pas la promotion des personnes qui ont quand même des débuts de solutions pour pouvoir avoir des remèdes. Avant même que le vaccin ne sorte. Justement, on a vu le cas malgache avec l'artémisia, on a vu le cas béninois. Justement, on a comme l'impression que tout ce qui vient de l'Occident, c'est du pain béni. Bon, en fait, je ne voudrais pas m'étendre sur l'aspect
que vous esquivez? Je n'esquive pas parce que je n'ai pas trop d'éléments pour pouvoir commenter. Je ne sais pas où en est en fait l'évolution des recherches et qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas été mis en observation clinique. Par contre, ce que je peux dire, le vaccin qu'on administre aujourd'hui, moi-même j'ai eu les 2 doses et c'est pour ça que je ne mets pas mon cache parce que même si vous me transmettez votre virus, je ne vais pas faire la forme grave. Ça je ne veux rien dire. Non, c'est parce que j'ai le blanc qui a fabriqué le vaccin. Le blanc qui a fabriqué le vaccin, c'est ce qu'il a dit. Je vous dis que j'ai eu un exemple avec un parent proche qui, malgré ces deux vaccins, a été recontaminé, mais il a été traité, il est ressorti. Voilà. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner. Vous avez la garantie. J'ai la garantie. Parce que vous avez fait les 2. Tout à fait. Selon Cyril Mukunu, c'est parce que le blanc l'a dit. Non, parce que moi, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté avec un parent proche. Voilà. Merci. Pourquoi ne pouvons-nous pas expérimenter aussi cette solution, ce remède-là, que nos universitaires, nos thérapeutes ont créé, ils ont demandé un appel de fonds pour produire, mais le gouvernement. Justement, en tout cas, le gouvernement. Ça veut dire que nous, les Africains, ne peut rien faire de bon. On va penser, le gouvernement a pris certaines mesures saluées donc par Martien Abalo d'ailleurs, sur ce plateau, il faut le dire, il faut quand même aller à la lutte, mais en même temps, nous cautionnons, nous questionnons. D'ailleurs, la démarche, et c'est ce que vous avez si bien dit, Toumane Choukoué. Alors, les nouvelles restrictions, je vais vous citer quelques-uns, nous sommes au sujet 3 du côté de la réalisation. Interdiction de toute manifestation culturelle, sportive et politique pour une durée d'1 mois compté du 10 septembre 2021. Interdiction de toutes les célébrations de mariage civil, religieux et traditionnel pour une durée d'1 mois à compter du 10 septembre 2021. Fermeture de tous les lieux de culte pour une durée d'1 mois à compter donc du 10 septembre 2021. Interdiction des funérailles, et puis demande d'autorisation auprès du préfet pour les cérémonies d'enterrement. 15 personnes au maximum, c'est ce qui a été donc retenu au niveau du Conseil des ministres. Fermeture des grands bars, et là je vais souligner cela de 3 grands traits. Fermeture des grands bars, cela est bien écrit, des discothèques et boîtes de nuit. La liste des bars concernés fera l'objet d'un arrêté ministériel chargé des loisirs. L'interdiction des ateliers et des réunions physiques pour une durée d'1 mois à compter du 10 septembre 2021. Les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles. Le cas échéant, assujettir l'accès à la présentation d'une preuve de vaccination. Et puis on a aussi un autre point, la présentation d'une preuve de vaccination pour accéder au bâtiment administratif. Justement, cela repose la question avant donc on ne tombe donc dans ce que j'appelle le plat de résistance. Toumane Choukoué, voici la liste. Alors on a une forme de théorie, mais comme vous le disiez tantôt sur le plateau, la réalité paraît tout autre. Oui, c'est ça. C'est que tout ça là, c'est beau. C'est beau. Comme prévention contre cette maladie, cette pandémie à la Covid-19. Mais ce que nous devons aussi remarquer, c'est qu'au Togo, on a l'impression comme quoi c'est de ce pays qu'est né le coronavirus. Parce que, parce que c'est comme si on se cache derrière le coronavirus pour empêcher les manifestations publiques, pour empêcher les manifestations culturelles. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas péril en la demeure. Pensez-vous? Oui. Martien Abalo, il faut aller. Vous savez, c'est tout ça là qui fait que les gens disent que c'est comme si notre gouvernement fait du business avec cette histoire de coronavirus. Vous êtes acteur politique, dites-nous, vous êtes sur ce plan. La vérité, la vérité. Oui, nous sommes acteurs. Faites-vous du business. Nous sommes acteurs. Est-ce que vous faites du Écoute ce que je voudrais vous dire. Nous sommes des acteurs politiques. Et pour prendre des décisions, nous devons nous concerter entre nous. Est-ce que le pouvoir et l'opposition se sont concertés pour prendre de telles décisions? Pour des décisions sur il faut un dialogue. Pour des décisions concernant le peuple. Ça, c'est une question majeure. Et nous devons nous concerter. Et c'est ensemble que nous devons faire la promotion. Quand les acteurs politiques de l'opposition parlent, et que le pouvoir aussi parle, la population aura tendance à nous écouter et à savoir ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie, cette pandémie.
Mais se cacher derrière le coronavirus et dire que les manifestations publiques, les manifestations culturelles, les obsèques, les funérailles, tout ça là, c'est interdit, il faut limiter le nombre. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Il faut plutôt mettre l'accent sur le port de masque et le lavage des mains. Puisque au départ, c'est avec ça que nous avons commencé. Et nous avons réussi. Nous avons réussi à le faire. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui que nous allons revenir encore sur ça. Toujours mais il y en a qui restent toujours ouverts. Alors maintenant, vous savez quoi, j'ai une certaine inquiétude et j'attends toujours, et comment l'appelle-t-on, observer. Depuis 2 ans, le Bénin a décidé de ne pas fermer cette frontière. Depuis 2 ans, le Bénin, vous ne verrez pas que le Bénin fait des pressions, des menaces sur son peuple, sur sa population. Et depuis, j'attends d'écouter un drame par rapport au Bénin, comme quoi, parce que le Bénin n'a pas fermé ses frontières, comme quoi, parce que des ministres béninois n'ont pas menacé les fonctionnaires, les ministres béninois n'ont pas menacé les populations, et donc du coup, nous assistons à un drame avec le Bénin, parce que le Bénin n'a pas fermé ses frontières, parce que les ministres n'ont pas menacé les citoyens et de perdre leur emploi, etc. Je m'attendais à un drame, comme on dit que les gens, chaque jour, meurent par milliers au Bénin, et il y a le drame, mais rien de cela. C'est pas le cas. Mais rien de cela. Alors, donc, du coup, pourquoi est-ce que, toujours chez nous, on entend... Moi, je pense que la communication, elle doit être permanente, mais elle doit être... Cette action de communiquer doit être donnée à des personnes appropriées. Oui, à des personnes appropriées. Ce n'est pas tout le monde qu'on donne la parole de parler aux populations. Ce n'est pas tout, il ne vient pas tout le monde de prendre la parole. Il y a des gens indiqués, et ces gens indiqués là, quand ils parlent, même si des gens sont réticents, ils changeront d'avis, ils suivront. Ce n'est pas tout le monde qui prend la parole. L'avis de Cyril provoquer. Oui, en partie, je partage un petit peu l'opinion de mes confrères, sauf que, vous savez, à mon avis, hein, le rôle d'un État ou bien d'un gouvernement, c'est de préserver la santé publique. Je le répète toujours. Et le gouvernement est dans son rôle. Chaque pays avec ses réalités. Il me rappelle que le Brésil, avec Bolsonaro, avait à un moment donné, même les États-Unis, avaient décidé de ne pas trop en faire un problème. Mais lorsque la pandémie a commencé par sévir chez eux, ils ont pris les moyens qui s'imposaient. Alors, si on prend l'exemple du Bénin par rapport au Togo, je ne veux pas dire pourquoi les Béninois n'ont pas encore des cas catastrophiques chez eux. Bon, c'est que la dernière fois, le gouvernement a pris des mesures, le gouvernement béninois a pris des mesures pour pouvoir imposer aussi le vaccin à sa population, parce qu'il y a beaucoup de morts. Imposé, oui, puisque la dernière fois, même il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on montrait un cimetière de Saumur, comment j'ai oublié le nom, où il y a des enterrements à la chaîne. Donc cela ne veut pas dire que si on ne fait pas des déclarations, qu'il n'y a rien qui se passe au Bénin. Merci. C'est entendu, on va donc prendre le plat de résistance, puisque on s'achemine petitement vers la fin de cette production. Rubrique 3, Axis, le sujet, je vous l'avais donné, le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? Nous avons donc besoin de vos réactions, 93 05 06 06, puisque nous sommes donc suivis sur Facebook, sur YouTube, mais également sur le site internet arcanews.net. On se retrouve derrière le jingle.
En fin de cette production, avoir l'avis d'une aide-soignante qui visiblement refuse de se faire vacciner, puisque vous le savez, la vérité, rien que c'est la vérité, c'est le slogan de cette émission. On va justement en parler encore. Le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? À vous entendre, chers panélistes, selon Martien Abalo, il faut, et le gouvernement est dans son rôle, d'amener les populations à se faire vacciner massivement pour pouvoir contenir cette pandémie. Alors, Thomas Nsoukwe, pour vous, tout est bien, mais c'est la méthode. La méthode, donc, le bâton, selon vous, la pression qui est mise sur les populations, c'est ce qui laisse à désirer. Et bien aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, on parle de passe sanitaire dans certains pays occidentaux. Est-ce qu'on ne tente pas? Parce que vous l'avez écouté, selon les restrictions, on serait finalement dans les prochains jours assujetti, sinon si ce n'est pas encore le cas, à présenter justement la carte de vaccination pour pouvoir avoir accès à certains bureaux administratifs. Oui, je crois qu'il faut aller droit au but. Et au départ, c'était dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Mais à l'heure où nous sommes, c'est comme si on nous impose le vaccin. C'est comme si. Oui, on nous impose le vaccin. Voilà pourquoi je dis que nous devons aller tout droit au but. Il revient au gouvernement de prendre un décret pour dire qu'à partir de ce jour, le vaccin est obligatoire. Alors, vous pensez que le gouvernement fait de la langue de bois? Oui, le gouvernement fait de la langue de bois. Du moment où ailleurs on dit que ce n'est pas obligatoire, que les gens sont libres de prendre ou de ne pas prendre. Et au même moment, il y a certains ministres, certains directeurs qui font sortir des notes de service demandant à leur hiérarchie de se faire vacciner, au cas contraire d'aller rester chez eux à la maison. Certains estiment que c'est du chantage. Mais ce n'est pas normal. On n'est pas dans un pays de cafouillage. On n'est pas dans un pays de cafouillage. Voilà pourquoi nous disons que si tel est le cas, que le gouvernement prenne une décision en bonne et due forme, demandant à toute la population de se plier et que ce vaccin-là est maintenant obligatoire. Alors, vous avez, et là, tout le monde sera vous avez donc l'impression qu'on impose, oui, mais de façon indirecte. Oui, de façon indirecte, on impose le vaccin. Cyril Noukounou qui laisse la main donc à Martien Abalo, justement, bonne ambiance sur ce plateau. Martien Abalo, vous avez eu vos 2 doses, vous incitez donc la population à faire comme vous, mais vous avez écouté votre copanéliste. Il semble que le gouvernement ne va pas droit au but. Aujourd'hui, pour rentrer dans certains bureaux, il faut présenter la carte, mais si tel est le cas, pourquoi ne pas aller directement à un décret qui le dit? Oui, vous savez, le gouvernement respecte toujours la liberté d'expression et de décision de toute la population. Dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, ce qui se passe, c'est qu'au début, on a cru à la spontanéité de la population qui pourrait comprendre la nécessité de se vacciner. Mais entre-temps, il y a eu des informations qui a découragé en fait la population, certaines populations. Ce qui fait que, quelles informations? En disant que peut-être que lorsqu'on se vaccine dans 2 ans on va mourir, ou on ne peut plus. Vous faites bien de le dire. Est-ce que si cela fuite, est-ce que quand on a justement la prétention de pouvoir fouiller véritablement dans cette histoire, est-ce que cela est véritablement exclu? Mais ça vient de l'Occident. Non, justement, ça vient de l'Occident. Le vaccin aussi vient de l'Occident. Oui, justement, mais quand vous parlez de l'Occident, qui de l'Occident? Est-ce que le fabricant a dit dans sa posologie, vous prenez ça pour 2 ans? Alors, Luc Montagnier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, celui qui a découvert donc, le virus du VIH, ce n'est pas n'importe qui. Quand même, quand lui il dit que les personnes qui ont véritablement reçu cette dose auront donc 2 ans. Oui, Luc Montagnier. Est-ce que lui ne se fonde pas sur des recherches scientifiques? Je suis désolé, je ne suis pas scientifique. Justement, mais c'est un scientifique. Pour le critiquer. Voilà.
écoutez, je vous dis, Luc Montagnier, je le respecte parce qu'il a découvert le virus, mais jusqu'aujourd'hui, il nous a pas encore donné le vaccin contre le virus. Alors, quel crédit accordé à quelqu'un qui n'arrive pas à nous trouver un vaccin contre le sida jusqu'alors? Alors maintenant, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que s'il n'a pas trouvé encore le vaccin contre le sida, c'est qu'il a dit sur la Covid. Non, puisqu'il n'arrive pas à faire une recherche pour ce qu'il a découvert, pour nous donner une solution. Est-ce que vous êtes à même de moi, actuellement, j'ai un élément pour dire que le vaccin est efficace. J'ai un élément pour vous dire que... N'étant pas scientifique, vous avez un élément. Oui, mais non, puisque vous avez reconnu tout à l'heure que vous n'étiez pas scientifique. Non, effectivement, mais j'ai eu un cas qui a attrapé le coronavirus et qui a été guéri. Est-ce que ce cas isolé? La preuve, combien de personnes sont mortes après avoir eu cette dose? Oui, mais combien? Donnez-moi avant les statistiques. Mais moi, j'ai quelqu'un. Mais je vous dis, moi, j'ai quelqu'un, une preuve. Maintenant, les preuves que vous me dites que les gens ont eu ce vaccin, ils en sont morts. Donnez-moi la proportion et nous allons discuter. Mais quoi qu'il en soit, Luc Montagnier nous dit que dans 2 ans, on va mourir. Mais aujourd'hui, moi, je préfère vivre et dans 2 ans, si je meurs, tant mieux. Mais je ne vais pas mourir aujourd'hui. Alors, curieuse quand même certaines informations. En tout cas, on vous a quand même entendu. Cyril Nkounouki ne voudrait quand même pas prendre la parole. En ce qui concerne justement cette thématique, le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? Finalement, pour Thomas Soukoué, il faut le reconnaître. On va vers l'imposition de ce vaccin, mais le gouvernement, selon lui, devrait aller droit au but. Est-ce que vous partagez cet avis? Ben, écoutez, comme l'a dit l'acteur politique, M. Thomas, il interpelle le gouvernement seulement à ne plus imposer le vaccin verbalement, à ne plus imposer le vaccin verbalement, mais légalement. Et là, on comprendrait que voilà, que c'est un décret, c'est une loi qui impose qu'il faut se faire vacciner, etc. Et sur le terrain actuellement, la réalité, c'est que, selon vous, c'est imposé ou c'est le vaccin qui s'impose? Mais écoutez, lorsque vous entendez des ministres de la République menacés, dire aux gens de façon un ministre, il y a une façon de parler, dire aux gens, allez rester à la maison jusqu'à la fin de la pandémie avant de revenir. Non, c'est de la base. C'est sa manière de communiquer. Oui, mais voilà justement, lorsque vous parlez, attention, un ministre, quand il parle comme ça, il ne parle pas seulement à un groupe d'hommes, il parle à un peuple. Il parle automatiquement par une population. Alors donc, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Et je crois, ma foi, que c'est cette prise de hauteur-là sur laquelle M. Thomas interpelle le gouvernement en disant prenez un décret. Voilà. Excusez-moi, c'est clair. Je voudrais dire à M. Chéri pour dire qu'en réalité, le ministre, en fait, il faut prendre ça aussi. Vous n'allez pas faire l'avocat du diable. Hein? Non, c'est pas. En fait, je suis en train tout simplement de comprendre un petit peu la mesure du gouvernement. On ne peut pas imposer d'un coup. On amène les gens petit à petit à comprendre les bienfaits de ce vaccin. Là, nous ne sommes pas dans un élan progressif. Hein? Si. La preuve, aujourd'hui, les gens vont volontairement pour se faire vacciner. Et au début, le gouvernement avait pris des mesures de blocage des activités économiques. Vous avez compris que ce n'est pas la peine. Il faut amener les gens à petit pour se faire vacciner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, il y aura bientôt passe. Une carte qui pourra démontrer. Est-ce que ce n'est pas une restriction des libertés individuelles? Déjà, quand vous parlez de ce pass, parce qu'il y a une autre production qui viendra sur le pass sanitaire. On fera une émission, mais quand vous-même vous le dites, pass sanitaire, est-ce que ce n'est pas restreint? Non. Le blanc a décidé pass sanitaire, l'Africain, marche de chiffres, point barre. D'accord, c'est parce que. Point barre. Les blancs ont compris. Et donc l'Africain n'a pas d'autre choix que de marcher de chiffres. Si vous le prenez ainsi, je vais vous dire aussi que le blanc a trouvé la nécessité et le bienfait de ce pass sanitaire, et c'est pour cela que le gouvernement aussi marche dans les pieds. De la même manière, vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une perte de liberté? Justement, ma liberté commence là où votre liberté s'arrête. Mais si vous ne voulez pas vous faire vacciner, non, pas forcément. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, quand vous me mettez en vous me respectez pas forcément, M. Ballot. Cet adage ne me convient pas. Je suis désolé, pas forcément. C'est un adage qui ne me convient pas. Alors moi, vous savez, je vais vous toucher du doigt un aspect. Lorsque le gouvernement a pris cette décision de fermeture des églises, cette décision a été prise, c'est ce que M. Thomas a dit. Normalement,
au regard de la situation, depuis 2020 jusqu'à ce jour, il devait y avoir une concertation, un dialogue par rapport à la situation. Parce que je suis désolé de constater que c'est après avoir sorti cette décision que le gouvernement s'est concerté avec le groupe des églises. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Il en est sorti que les églises ne sont pas fermées automatiquement. Et que c'est jusqu'à cette semaine, etc., vendredi, que maintenant, vous savez, on met la charrue devant le beurre. La communication, le dialogue efficace est très important dans cette situation. Et ma foi, je crois que le gouvernement, oui, nul ne rejette ou ne refuse au gouvernement sa posture, sa position, etc. Mais c'est un pays. Et c'est cela que j'apprécie toujours les Blancs. Et ils ont conscience que c'est un pays. Et il y a beaucoup de groupes sociaux, etc. Ben, ils mettent la concertation. Alors donc, il ne faut pas toujours mettre la charrue devant le bœuf. Les églises peuvent aussi contribuer à sensibiliser les gens d'une manière pacifique, paisible, et amener les gens, les mosquées, et les acteurs politiques, etc. Et là, dans une certaine collégialité, dans une certaine convivialité, dans une certaine truc là, bon, on pourrait arriver sans menacer, sans lancer des propos arrogants, des propos trucs là. Justement. Alors, je vais poser une question pour qu'on puisse sortir de cette thématique. Le vaccin s'impose-t-il ou l'impose-t-on? Thomas Nsoukoué, aujourd'hui, la solution, visiblement, hein, quand on écoute certains propos, c'est que on devrait aller au vaccin. Le vaccin sera donc la seule option aujourd'hui, selon vous, pour qu'on puisse contenir cette maladie, parce qu'on a eu droit à plusieurs vagues. Aujourd'hui, on parle de variants. Est-ce que avec ce vaccin, c'est donc la solution trouvée et il faudrait donc que tout le monde aille au vaccin, ou encore faut-il questionner la liberté individuelle, puisqu'on parle d'État laïque dans tous les pays aujourd'hui, certains refusent, d'autres le font. Est-ce qu'aujourd'hui on va vers la restriction des libertés quand on parle du vaccin de la Covid-19? Non, il faut reconnaître que c'est de ça il s'agit. Nous allons réellement à la restriction des libertés. Ouais. Nous allons réellement à la restriction des libertés. Parce que ailleurs, les gens disent ce n'est pas obligatoire. Chez nous aussi, on dit ce n'est pas obligatoire. Mais les dispositions que les uns et les autres prennent au niveau des services, au niveau des directions, c'est ça qui fait que d'aucuns disent aujourd'hui qu'on nous impose le vaccin. Mais tout à l'heure, je parlais de la communication. Et je disais que cette communication doit être menée par les acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir. Parce que les gens ont tendance à écouter certains acteurs politiques. Mais s'ils ne parlent pas, on reste jusqu'à ce qu'ils parlent. Et c'est pour cela que moi je dis, pour ce qui concerne cette histoire-là, il va falloir que le gouvernement fasse mal à terre, appelle les autres acteurs, les composants de la société togolaise, à ce que nous puissions ensemble mener cette campagne-là. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur si les gens refusent de ne pas se faire vacciner. Parce qu'on peut tout faire, on peut tout dire. Mais si la personne dit je ne me fais pas vacciner, elle ne se fera pas vacciner. Surtout que les campagnes de dénigrement qui se font sur les réseaux sociaux amènent certains à rester chez eux, à se camper sur leur position. Et il est de notre devoir, nous tous, de faire cette campagne-là de façon concertée pour que la population sache que cette histoire-là, allons nous faire vacciner pour voir demain, que de vouloir rester, ne pas se faire vacciner et se faire tuer par cette pandémie. Voilà. Je crois qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que l'origine de la pandémie, c'est l'Occident. L'origine du vaccin, c'est l'Occident. Et aussi, tout ce qui entoure la vaccination, les effets, tout ça. Vous émettez des réserves sur ce vaccin? Pas forcément des réserves, mais beaucoup d'informations viennent de l'Occident, parce que les réseaux sociaux, il y a des gens, des acteurs, même des scientifiques qui ne cachent pas leur visage et qui donnent avec précision des témoignages, etc. Alors maintenant, il revient.
de façon mature, de façon sereine, de tenir compte de tout cela et savoir comment conduire une bonne communication pour rassurer. Il est beaucoup plus question de rassurer, trouver le mécanisme approprié pour rassurer les gens et les conduire librement à se faire vacciner que ces menaces, etc. En tout cas, Marcel Abalo vous a donné quand même l'exemple. Il a eu cette dose. J'espère que vous avez fait autant. L'exemple est isolé. Bon, écoutez, vous avez fait autant. Bien sûr. Sans nombre de mois, vous êtes fait vacciner. Vous êtes fait vacciner. Non, mais bien sûr. Vous êtes fait vacciner. Voilà, je pense bien que Thomas Nsoukou également. C'est sans commentaire. Vous vous êtes fait vacciner. Voilà. En fait, moi, ce que je voudrais dire, je pense que j'ai pris bonne note de ce que le président a dit. Effectivement, il faut la communication. Et la communication, ne se décrète pas d'ailleurs. Il faut que chacun fasse de son mieux pour éduquer et informer ses proches parents. Et maintenant, au niveau des politiques, je me rappelle Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC, a fait un témoignage. Il a invité la population à se faire vacciner. Ce n'est pas rien. Voilà. Et il y a plusieurs autres acteurs politiques qui l'ont fait également. Et aujourd'hui, je pense que la communication n'est pas l'apanage que du gouvernement. Tout le monde peut se le faire parce que la situation est grave. Les gens meurent, ce n'est pas de la blague. Les gens meurent du coronavirus. Ceux qui pensent qu'ils préfèrent mourir aujourd'hui que de mourir dans 2 ans, ça fait leur problème. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement est en train, je pense, est dans une logique d'immunité collective. Et lorsque je pense que le gouvernement aura atteint son immunité collective, peut-être ceux qui décideront de ne pas se vacciner le feront à leur risque. Mais quoi qu'il en soit, vu l'étendue des contaminations, il fallait faire quelque chose. Voilà. Votre avis compte, la vérité, rien que la vérité, c'est le slogan de parenthèse. Vous l'avez dit, on va se rendre du côté de la France, puisque justement vous en parlez sur ce plateau, pour avoir la parole libre d'une aide-soignante qui s'est prononcée sur ce vaccin. Vous allez l'écouter, ce sera donc à travers la dernière rubrique Free Voice. Free Voice, on l'écoute, c'est juste derrière le jingle. Avec Adélaïde Joran, vous êtes soignante et vous vous retrouvez dans une situation un peu particulière, c'est que la vérité, rien que la vérité, c'est donc le slogan de cette émission lundi 11h à midi, vendredi 11h à midi sur votre web TV panafricaine Choumatela TV. Alors on revient avec les panélistes. Vous avez écouté donc Adélaïde, elle a témoigné à visage découvert. On est bel et bien en France, là où véritablement on nous parle de ce vaccin, on nous parle de ce virus. Elle l'a dit, elle risque de perdre son emploi à compter du 15 de ce mois, parce que l'obligation vaccinale accourt de ce côté. C'est ce que je disais, on est donc en plein dedans, on étant même au Togo. Justement, elle qui est aide-soignante, si elle arrive à dire à visage découvert qu'elle émet des doutes sur ce vaccin, à plus forte raison, ceux qui pensent qu'il faut questionner une fois de plus encore ce vaccin avant véritablement de se faire injecter. Le libre choix est quand même permis. On va faire un dernier tour de table. Thomas Nsoukou. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec cette dame qui parle de choix. Effectivement, c'est une question de choix. Nous sommes entre la vie et la mort. Tu choisis de vivre ou tu choisis de mourir. Elle a si bien dit Adélaïde, elle dit que des personnes vaccinées sont revenues, étant infectées à l'hôpital sous son regard, elle les a vues. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est un témoignage poignant. C'est un témoignage poignant. Ça ne veut pas dire que si vous prenez le vaccin, vous êtes épargné de la maladie. Vous n'êtes pas épargné.
Tout à l'heure, vous l'avez vu. M. Abalo, il a pris le vaccin. J'ai pris le vaccin. Mais nous sommes avec nos cache-nez. Tout à fait. Mesures de prévention. Donc c'est des mesures de prévention. C'est des mesures de prévention. Voilà pourquoi nous disons que c'est une question de choix. Nous n'allons pas forcer les gens, mais nous allons travailler mentalement les gens à faire leur choix également. Voilà, c'est entendu Thomas Nsoukou, c'est le président du parti politique qui a parlé, Cyril Nokounou. Oui, mais je me demande pourquoi M. Thomas, citant M. Abalo, et lui-même, il ne m'a pas cité comme... Alors dites-le, si vous l'avez fait. Je l'avais dit préalablement. Alors maintenant, ce que moi je remarque, c'est que tout cela, parce que ça vient de l'Occident, et donc du coup, en Afrique, nous les Noirs, on marche au pas. Parce que cette décision de carnet vaccinal, cette décision de si tu ne prends pas ta dose... Alors si vous contestez cela, est-ce que vous n'êtes pas contradictoire? Vous contestez cela, mais en même temps vous êtes fait vacciner? Ben écoutez, nous sommes dans une ambiance, dans un environnement où on impose le vaccin. Alors vous avez suivi l'imposition. Mais il y a eu une précision que je crois que le député a faite. Et c'est que lorsque vous refusez de prendre votre dose de vaccin, vous ne perdez pas votre emploi. Il a dit, vous ne perdez pas votre emploi. Peut-être vous serez relocalisé, c'est-à-dire réorienté vers une autre zone, mais vous ne perdez pas votre emploi. Ça veut dire qu'il y a un respect du libre choix. Oui, il y a un respect du droit. C'est-à-dire que ce que je retiens toujours avec le sénateur Leblanc, c'est qu'on respecte toujours le droit de l'homme. C'est pas le cas en Afrique? Non, c'est pas le cas chez nous ici. Tout le monde se voit toujours tout puissant sur son frère. Maintenant, le deuxième aspect, et elle a marqué une inquiétude, c'est-à-dire la fiabilité de cette dose-là, de ce vaccin, etc. Elle voudrait que... Maintenant, nous, en Afrique, on a quoi pour pouvoir mesurer la qualité? Martien Balola, on a quoi? Il a un témoignage. Qui me montre le laboratoire ici, chez nous ici, qui soit en mesure de contrôler l'efficacité de ce vaccin. Nous jouons seulement qu'au perroquet. Nous crions seulement que le vaccin est très très efficace, mais en réalité, quel instrument d'évaluation de mesure et que nous avons et quelle capacité avons-nous? Si nous avons cette capacité, vous émettez des doutes? Ce n'est pas un doute, c'est une réalité, M. Césaire. Mais vous êtes fait vacciner. Je te dis, ça fait combien d'années que les moustiques nous piquent en Afrique et jamais on a été en mesure de trouver un vaccin contre le paludisme, etc. Nous n'avons pas d'éléments pour mesurer l'efficacité du vaccin, etc. Nous ne jouons qu'au perroquet, voilà. Merci Cyril Nokounou, je pense qu'il a été péremptoire sur son propos. Martien Balo, vous avez donc la parole pour... Oui, je vais rebondir en fait sur sa dernière inquiétude. C'était prévisible. Nous avons plusieurs vaccins qu'on vous fait même à la naissance. Actuellement, il y a des vaccins obligatoires dès qu'un enfant naît. Mais ces vaccins ont pris du temps avant d'être élaborés. Non, pas élaborés en Afrique. Pour le moment, justement, encore plus. Il y a des vaccins qu'on nous fait obligatoirement lorsque nous sommes même nés. Personne ne conteste pourquoi on nous impose. Là, je suis dans le cadre liberté. Qu'on nous impose lorsque nous sommes nés. Mais il y en a également qui n'ont pas fait tout. Il y en a également qui n'ont pas fait tous ces vaccins, mais attendez, je vais vous dire. Il y en a. Je vous dis que je suis en train de parler de la liberté. On nous l'impose, mais personne ne trouve à contester jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous voyez la manière également, bon. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs vaccins. Je suis obligé de faire le parallèle en disant que tout ce qui vient de l'Occident, il ne faut pas qu'on rejette puisqu'aujourd'hui, pratiquement tous les vaccins que nous faisons viennent de l'Europe. Bon, donc ceci dit. Vous fondez sur cela pour donc dire que aujourd'hui, les Occidentaux ne nous envoient pas de n'importe quoi. Vous avez la preuve. La preuve, puisqu'aujourd'hui je suis vivant. Depuis les vaccins qu'on m'a fait jusqu'alors, je ne suis pas encore mort, donc je suis confiant des vaccins qu'on continue pas me faire. Laissez-moi préciser. Laissez-moi préciser. Monsieur Abalo, non, mais je veux juste me préciser. Monsieur Abalo, je ne suis pas dans cette posture-là de dire que tout ce qui vient de l'Occident est mauvais, etc. Mais je dis, c'est comme par exemple, vous savez, même quand nous prenons les voitures, les Occidentaux fabriquent les voitures, ils utilisent les voitures. Mais de la manière dont ils les utilisent là-bas, quand ça vient ici, de quelle manière nous les Africains les utilisent? C'est ça la question. Okay, mais là de deux, vous savez, en Occident eux-mêmes, ils émettent des doutes par rapport à ces vaccins qui viennent d'eux.
Mais je dis tout simplement que nous, chez nous ici, nous n'avons aucun élément, aucun laboratoire, aucune qualité, capacité de pouvoir mesurer, etc. Et ce vaccin connaît son efficacité. Si même chez eux-mêmes, il y a des doutes, on n'arrive pas à donner le précision. Mais comment dirais-je, la soignante, elle demande à être rassurée. Alors non, on ne lui donne pas. Non, si même chez eux. Mais là, chez nous ici, nous on a tel élément et on crie que c'est très très efficace. J'ai très bien compris votre assertion. Sauf que je vous dis, je continue par vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. La preuve, nous avons des vaccins que vous cautionnez le fait qu'on n'ait pas le choix aujourd'hui. Non, pas que je cautionne, mais quoi qu'à l'état actuel, tout ce que les vaccins oui, je cautionne qu'on a maintenant quand même un bémol, comme quoi l'Afrique n'a pas encore des laboratoires pour en faire. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous avons aujourd'hui, nous l'utilisons parce que c'est ce que nous avons toujours utilisé. Parce que ça vient de l'Occident. Pas que ça vient de l'Europe, ça vient notamment des vaccins qui viennent de la Chine, d'autres pays, et nous les consommons. Alors, puisqu'il pose deux problèmes. Ça veut dire que l'Afrique est incapable finalement. Cela rejoint. L'Afrique est capable. Que faites-vous? L'Afrique est capable. Justement, voilà pourquoi il faut scinder les choses en deux. Vous me demandez si l'Afrique est capable. Oui, je dis l'Afrique est capable. Qu'est-ce que ce sont des hommes aussi qui le font là-bas? Ce sont des scientifiques qui le font là-bas. Ce sont des êtres humains. Voilà. Et la deuxième chose que je vais dire maintenant, c'est l'équipement. Là, vous posez un problème d'équipement, d'installation des équipements nécessaires pour pouvoir fabriquer ça ici. Ça, c'est notre problème. Mais quoi qu'il en soit, les êtres humains que nous sommes les mêmes que nous sommes européens ou africains. Donc, nous sommes capables de le faire. Maintenant, est-ce que nous avons les instruments nécessaires pour le faire? Ça aussi. Maintenant, je reviens maintenant à votre question même. Est-ce que la dame qui parle, quelle est sa représentativité par rapport à la population européenne? Quelle est sa représentativité par rapport à la population qui a été vaccinée? Je vous dis qu'aujourd'hui, personne n'a dit que lorsque vous avez le vaccin, vous n'allez pas être malade. Personne n'a dit. On dit que vous avez le vaccin, mais votre capacité à résister à la maladie est plus élevée que celui qui ne l'a pas. Tout dépend de l'immunité, selon. Tout à fait. C'est ça, le vaccin donne cette immunité. Si vous permettez, je voudrais rebondir. On va sortir de Oui, on va sortir. Mais, M. Abalo, lorsque vous dites que les Africains sont capables, oui, je peux accorder, je peux dire oui, mais au même moment non. Parce que pour preuve, je l'avais dit précédemment, le professeur Kokoroko, avec des universitaires et des transit-thérapeutes, ont trouvé un remède contre ce Covid. Mais, aux yeux de l'Occident, l'Afrique est incapable. Ça va. Même nous-mêmes encore, on n'a pas valorisé cela. Oui, nous-mêmes encore, on n'a pas valorisé ça. Alors donc, je n'ai pas refusé votre exemple. La preuve, lorsque nous prenons l'exemple du Madagascar, Madagascar veut trouver un vaccin. On en est où? Mais aujourd'hui, il y a plus de morts au Madagascar que c'est peut-être autre chose. C'est discutable. C'est discutable. Bon, si vous voulez, nous allons revenir avec on revient là-dessus. Merci. Pourquoi? Au Togo, nous n'avons que 100, nous avons 140 quelque chose de décès. Mais lorsque vous allez par exemple dans les pays qui disent qu'ils ont trouvé le truc, allez compter les morts. Merci Martien Abalo. Je pense qu'on va s'arrêter ici sur ces mots en ce qui concerne cette première sortie de parenthèse. Je rappelle le rendez-vous lundi 11h à midi, vendredi 11h à midi. Nous aurons probablement ce soir à partir de 16h une autre production sur Soumatela TV. Merci d'être resté à notre compagnie. J'ai eu un message de soutien en ce qui concerne cette émission. Je vais quand même me faire l'honneur de lire ce message. J'adore cette émission. Tout se dit en vérité. Alors, oui, il y a un autre message qui vient d'arriver à l'instant. Salut à vous tous. Thomas a raison. Qu'on dise clairement que c'est obligatoire au lieu de menacer les gens dans les services. Alors, signez votre message pour qu'on puisse quand même savoir de qui il s'agit. Merci. Thomas, vous avez donc justement le soutien de certains internautes, téléspectateurs. Merci quand même Thomas Nsoukwe, vous êtes président du bloc d'action pour le changement au Togo. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup Césaire pour l'invitation de ce matin. Et je tiens quand même à préciser que je suis venu ici ce matin dans le compte de mon parti politique, le Bloc d'Action pour le Changement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette formation politique fait partie de la dynamique Monseigneur Kojo. Donc c'est une précision que j'ai voulu faire
en disant que c'est pour le compte du parti politique et non pas pour le compte de la dynamique Mozzolin Projet. Justement, précision de taille, hein, et si vous le voulez, l'émission Éclairage qui va se dérouler donc ce soir à 16h à 17h, vous êtes quand même ouverte, hein, cette émission, les portes sont ouvertes, vous pouvez revenir pour parler, éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette dynamique, sur le bloc d'action pour le changement. Merci d'avoir fait le déplacement, merci également, je vais terminer par le consultant, merci également à Martien Abalo, Martien Abalo, économiste, dont les avis, l'expertise quand même a servi sur ce plateau. On espère que c'est pas la dernière, vous reviendrez sur ce plateau pour débattre de questions d'actualité. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Cyril Loukounou, vous êtes le consultant attitré de ce programme Parenthèse. On vous remercie pour avoir fait le déplacement. Vous êtes également le président du Temps de la jeunesse patriotique TJP. Oui, bien évidemment, M. Césaire, d'abord, permettez que je vous félicite pour cette initiative. Que tout mon souhait, c'est que, et nous qui sommes souvent des panélistes, et tous ceux qui nous suivent depuis, de par le monde entier, que nous fassions de telle sorte que cette tribune soit une tribune qui est claire, qui édifie et qui apporte un changement, qui apporte une solution dans nos quotidiens. Et donc chacun de nous est appelé à apporter sa contribution pour le succès de cette initiative louable que vous avez prise. Et également ne pas manquer de préciser que vous êtes un très grand talentueux. Merci tout simplement. Merci donc à toute l'équipe qui a réalisé cette production. Émile du côté de la réalisation. On se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.